C'est l'heure d'une nouvelle édition du Journal de l'Environnement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Le ministre togolais des Mines et des Ressources énergétiques, Robert Kofi Mensah-Eklo, répond aux multiples questions qui suscitent l'inquiétude dans le secteur de l'énergie au Togo. En Égypte, la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, annonce le lancement des travaux de construction d'une usine de traitement et de recyclage des déchets au centre du pays des pharaons. Après les dégâts et les pleurs, l'heure est à la reconstruction des villes au Mozambique suite au passage du cyclone Chido. Les détails dans un instant. 2024 confirme qu'elle est une année de record. Au-delà des records de température, cette année a atteint un niveau record de demande inédite de charbon avec la palme d'or remportée par la Chine. Voici le sommaire de cette édition. À présent, le journal. Face aux coupures d'électricité répétées et à la cherté de l'énergie au Togo, le gouvernement a enfin brisé le silence. Pourquoi l'électricité reste-t-il si élevée et quelles sont les solutions qui se profilent à l'horizon? Les réponses du ministre togolais des Mines et des Ressources énergétiques dans ce commentaire signé Honoré Kata. Face aux défis énergétiques auxquels le pays est confronté et aux coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, le ministre des Mines et des Ressources énergétiques Robert Kofi Mensah-Eklo a pris la parole pour éclairer la situation. En effet, il a expliqué que le coût élevé de l'électricité trouve son origine dans l'absence de ressources en gaz naturel au niveau local, obligeant le pays à importer cette énergie à des prix onéreux. Ainsi, les charges d'approvisionnement représentant 80% des dépenses de la société pèsent lourdement sur les consommateurs, limitant pour l'instant les marges de manœuvre pour une baisse des prix. De plus, le ministre a souligné les efforts déployés pour répondre à une demande sans cesse croissante. Cependant, en l'absence de solutions stables, le recours à des sources alternatives comme le gasoil et le fioul léger est devenu indispensable bien que coûteux. Par ailleurs, les fournisseurs étrangers, confrontés à leurs propres contraintes, peinent à livrer suffisamment de gaz pour couvrir les besoins du pays. C'est pourquoi le ministre a insisté sur l'importance d'investissements majeurs pour garantir à l'avenir un approvisionnement énergétique fiable et abordable. Il a appelé les consommateurs et les entreprises à faire preuve de patience face à ces difficultés. Ainsi, à moyen et long terme, le gouvernement entend mettre en place des stratégies visant à réduire progressivement les coûts de l'électricité. Le ministre a d'ailleurs réitéré l'engagement de l'État à soutenir les ménages et entreprises dans cette période transitoire, tout en posant les bases d'une transition énergétique durable. La ministre égyptienne de l'Environnement Yasmine Fouad a annoncé la semaine dernière le lancement des travaux d'une usine de traitement et de recyclage des déchets. Elle sera logée à Riva dans le gouvernement d'Assuit au centre du pays. Cette construction entre dans le cadre du programme national de gestion des déchets solides. Léon Sagbo pour les détails. Dans le contexte du programme national de gestion des déchets solides, le ministère égyptien de l'Environnement, à travers son leader Yasmine Fouad, a procédé au lancement des travaux de construction d'une usine de traitement et recyclage des déchets, pour un coût total de 250 millions de livres, soit environ 200 milliards de francs CFA. Ce projet sera réalisé à Riva, dans le gouvernorat d'Assiout, au centre du pays. L'usine sera équipée de 2 lignes de traitement capables de gérer jusqu'à 60 tonnes de déchets par heure, avec une technologie de pointe germano-néerlandaise. Elle permettra de transformer les déchets en ressources de valeur, notamment les engrais organiques et les combustibles de substitution. Le plan du projet comporte des bâtiments et structures civiles intégrés, des lignes mécaniques pour le recyclage et l'élimination, ainsi qu'une structure organisationnelle pour la gestion, l'installation, l'exploitation et les essais du projet. Tout ceci pour assurer l'efficacité des travaux. Ce projet, qui durera 18 mois, va contribuer à réduire la pollution et à préserver les ressources naturelles. La production d'engrais organiques et de combustibles de substitution attisera l'agriculture et l'industrie locale. Le gouverneur d'Assiout, le général Dr Hicham Abou Al-Nasr, a loué l'initiative qui s'inscrit dans les orientations du président Abdel Fattah El-Sisi, qui sont d'améliorer la gestion des déchets et de préserver l'environnement. Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé le démarrage des travaux de construction d'une centrale hydroélectrique à Ranoma-Fana dans le sud-est de l'île. C'était lors du lancement de la campagne de reboisement 2024-2025. L'infrastructure après les travaux
devrait couvrir 30% des besoins en électricité de la capitale, Antananarivo. Rafi Tumbereko pour plus de détails. En marge du lancement de la campagne de reboisement pour l'année 2025 à Andé-Kalika, à Madagascar, le président Ange Rajouel a annoncé le début de la construction d'une centrale hydroélectrique à Ranumafana. Ce barrage aura une capacité de production de 64 MW, permettant d'assurer 30% des besoins en énergie de la capitale une fois opérationnel. La mise en œuvre de ce projet a nécessité un montant de 240 millions de dollars financé par l'Exim Bank chinoise. Les travaux seront réalisés par l'entreprise chinoise Sino-Hydro Corporation Limited sur une durée de 3 ans. Le nouveau barrage de Ranumafana sera construit dans le cours supérieur et moyen du fleuve Ikopa à une distance de 83 km de route à partir de la capitale sur la route nationale numéro 4. Pour le président Ange Rajouel, la construction de ce barrage devrait être une solution au problème de délestage qui touche actuellement le pays et notamment la capitale. En Namibie, 2 projets d'infrastructures hydrauliques ont été achevés et mis en service dans la région d'Irongo le vendredi dernier. D'après les autorités namibiennes, ces projets s'inscrivent dans le cadre d'actions visant à assurer un approvisionnement en eau potable à la population, surtout celle dans les régions côtières. Les détails avec Francesca Dissou. En Namibie, 2 projets hydrauliques majeurs ont été inaugurés le 13 décembre 2024 dans la région d'Erongo, la modernisation de Antibes et le remplacement du pipeline Kasab Collector de Swakopmund. Ces initiatives visent à sécuriser et moderniser l'approvisionnement en eau afin de répondre aux besoins croissants des populations, des secteurs industriels et des pôles économiques locaux. Le ministre namibien de l'Agriculture et de l'Eau, Carlos Letwen, a salué ces projets comme essentiels pour la croissance économique, la sécurité hydrique et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Le gouverneur d'Erongo, Neville André Itop, a souligné leur rôle crucial pour des villes comme Swakopmund et Walvis Bay, véritables moteurs économiques en assurant leur durabilité et en soutenant le développement des communautés environnantes. En exploitant des ressources variées telles que les aquifères Omdel, Kaiser Delta et des installations de dessalement, ces projets adoptent une approche intégrée pour garantir un approvisionnement en eau durable dans une région où cette ressource est rare et précieuse. Au Mozambique, l'heure est à la reconstruction après le passage du cyclone Chido le dimanche dernier. D'après le bilan officiel des autorités, l'on déplore 3 morts, 35 000 maisons détruites et 90 000 enfants affectés. Les autorités mettent tout en œuvre pour remettre les villes sur pied. On fait le point avec Irel Papadina. La province de Cabo Delgado au Mozambique, qui abrite près de 2 millions de personnes, a été la première à subir l'impact du cyclone Chido qui s'est abattu sur le pays le dimanche 15 décembre. Cette région a été particulièrement touchée avec de nombreuses maisons, écoles et établissements de santé totalement détruits. Les infrastructures essentielles ont été gravement endommagées, rendant la situation encore plus critique pour les communautés locales. Dans la ville portuaire de Pemba, un centre d'hébergement a été mis en place pour accueillir les personnes sinistrées. Des centres servent de refuge temporaire, mais les habitants de la région devront faire face à des conditions de vie précaires pendant une période prolongée. Les efforts de nettoyage et de reconstruction ont été rapidement initiés au lendemain de la catastrophe afin de remettre les villes sur pied. Cependant, selon l'UNICEF, la reconstruction prendra plusieurs semaines. De nombreuses écoles et centres de soins risquent de fermer les portes. Ce retard dans la reprise des activités pourrait avoir un impact important sur la vie quotidienne des habitants, notamment les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien et en Afrique australe s'étend généralement de décembre à mars. Mais ces dernières années, les tempêtes ont montré une intensité croissante avec des événements météorologiques de plus en plus dévastateurs. En 2019, le cyclone Idai avait fait plus de 1300 victimes, principalement au Mozambique,
au Malawi et au Zimbabwe. L'année dernière, le cyclone Freddy avait causé plus de 1000 décès dans plusieurs pays de l'océan Indien et d'Afrique australe, soulignant l'aggravation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques. La reconstruction après le passage de Chido est devenue une priorité pour le gouvernement mozambicain qui collabore avec des organisations humanitaires pour venir en aide aux populations affectées. L'UNICEF et d'autres agences internationales se sont mobilisées pour soutenir les efforts de rétablissement en fournissant des abris temporaires, de l'aide alimentaire et des soins médicaux. À long terme, il sera crucial de reconstruire des infrastructures résilientes pour prévenir les futures catastrophes et protéger les communautés vulnérables. Parlons encore du cyclone Chido, mais cette fois-ci sur l'île française de Mayotte. Dévastée, dévisagée et méconnaissable, c'est le triste champ de ruines qu'est devenue l'île après le passage de ce phénomène météorologique extrême. Des quartiers tout entiers se sont effondrés comme un château de cartes, comme vous le verrez dans ces images. Située à 8000 km de la métropole française, l'île de Mayotte n'est que l'ombre d'elle-même depuis le passage du cyclone Chido en fin de la semaine dernière. Des amas de tôle, principal matériel des constructions précaires sur l'île, sont observés partout sur le territoire. Le bilan humain provisoire fait état de 20 morts, 1300 blessés et de nombreuses personnes disparues, notamment à Kawéni, qui est le plus grand bidonville de la France. La situation sanitaire est également un véritable désastre. La population mahoraise n'a plus accès à l'eau potable. Il n'y a que ici qu'on peut trouver l'eau en fait pour préparer à manger, cuisiner ici. Et là, il y a un vache mort qui est là et ça commence à pourrir. Et quand ça va pourrir, ça va contaminer l'eau. Devant ce paysage chaotique, les secours sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Un pont aérien est instauré avec des avions militaires qui quittent l'île de la Réunion à 1400 km de Mayotte. Donc hier on en avait 4, aujourd'hui on en a 5 et après-demain on en aura 6. Donc vous voyez qu'on monte en puissance. D'abord nous avons envoyé du médical, puis ensuite on a envoyé des unités de traitement d'eau, du matériel pour la sécurité civile afin qu'ils puissent travailler sur place. Là aujourd'hui dans la 400M qui vient de partir, nous avons envoyé des vivres, nous avons envoyé de l'eau. Sur l'île, des pompiers essayent de dégager la voie pour l'acheminement de l'aide. Cette aide est particulièrement composée de l'eau potable, de vivres et de vêtements. Sur cette île française où résident environ 20 000 personnes, la situation est très précaire. Le président français Emmanuel Macron compte se rendre en personne sur l'île pour être témoin du désastre. Avant de refermer cette édition, retenons que la fin des énergies fossiles n'est pas pour aujourd'hui. La demande mondiale de charbon a en effet atteint des niveaux records en cette année 2024. La Chine est en tête d'affiche de cette demande, suivie par d'autres pays asiatiques émergents, comme vous le verrez dans ces images. En attendant un déclin dans les années à venir, les énergies fossiles continuent d'être utilisées à grande échelle dans le monde. Pour cette année 2024, le charbon, l'un des combustibles fossiles très pollueurs, a enregistré une demande mondiale record. L'Agence internationale de l'énergie a annoncé le 18 décembre 2024 que la demande mondiale de charbon a atteint le niveau inédit de 8,77 milliards de tonnes au cours de cette année. Ce chiffre est très inquiétant alors que 2024 est en passe d'être la première à franchir le seuil fatidique de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Cette hausse de la demande du charbon est grandement l'œuvre de la Chine. Considérée comme un acteur clé de la pollution à grande échelle dans le monde, le tiers du charbon consommé en 2024 est brûlé dans les centrales chinoises. Les puissances économiques émergentes d'Asie, comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, continuent d'augmenter aussi leur demande de charbon. Cette augmentation est due au lien entre la croissance économique et celle démographique dans ces pays, selon l'Agence internationale de l'énergie. L'institution onusienne du contrôle des énergies précise en revanche que la demande mondiale de charbon devrait se stabiliser dans les prochaines années. Ceci sera possible grâce à une forte progression des énergies renouvelables. Dans son rapport annuel sur le charbon dans le monde et qui porte sur la période 2024 à 2027, la plupart des économies avancées a atteint le pic de la demande en charbon et que la courbe serait bientôt descendante. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive in 5 minutes.